Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans Tête à Tête ce soir. Nous allons évoquer la question de l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Avec moi ce soir pour débattre de la question, M. Dame Mbodj, le secrétaire général du QCEMS Authentique. Bonsoir M. Mbodj et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour discuter des questions de l'éducation au niveau de l'Afrique. Ma vision par rapport à notre pays et par rapport à un certain nombre de pays africains. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté votre invitation. Et je pense qu'au cours du débat, nous aurons à donner notre avis sur comment l'éducation est gérée dans notre continent et surtout au Sénégal comme cas particulier. Donc l'éducation, bien entendu, reste un objectif de première importance pour les gouvernements successifs car la population est extrêmement jeune. Alors, si je repars du cas du Sénégal, comment estimez-vous l'évolution depuis notre indépendance, depuis les années 60 à aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par la belle citation de mon idole président Mandela. Par rapport à l'importance qui doit être accordée à l'éducation dans un pays. Parce que la meilleure façon de faire émerger un pays ou de retarder un pays, c'est de regarder le système éducatif simplement et d'y apporter un certain nombre de choses. Donc à partir de la volonté politique qu'on a de développer ou de faire régresser un pays, on peut le sentir dans le système éducatif. Donc c'est l'arme la plus puissante pour développer un pays, mais également pour faire régresser un pays. Donc aujourd'hui, depuis 1960, beaucoup de pays africains, dont le Sénégal, avaient hérité d'un système colonial, un système d'enseignement colonial, qui était arrimé sur les valeurs de la République française, pour parler de l'Afrique francophone. Donc parce que c'est à partir du système éducatif qu'on formate les intelligences. Donc, et quand on formate selon ses intérêts. Donc le colon, en nous laissant son système d'enseignement, a fait de telle sorte qu'on puisse avoir des produits qui ne conteste pas son leadership au niveau du continent. Donc, si bien que quand on regarde les programmes, pour l'essentiel, 80% des contenus sont dictés par les intérêts de la métropole. Donc, c'est ça que nous avons hérité du colonisateur. Mais ce que nous n'avons pas fait, on peut comprendre que une décennie après les indépendances jusqu'en 1970, etc., qu'on puisse avoir un système pareil. Mais après 10 ans quand même, il fallait que les pays africains prennent leurs responsabilités et acceptent de se mettre autour d'une table, de prendre toutes les ressources que nous avons dans le continent de qualité pour nous vraiment créer un système d'enseignement en phase avec nos réalités, en phase avec nos objectifs de développement. C'est ça qu'on n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous continuons à apprendre des choses qui sont dépassées, d'accord, des choses qui n'ont rien à voir avec nos réalités socioculturelles, et ensuite des programmes qui sont démentiels, c'est-à-dire des programmes qui ne peuvent même pas être assimilés par les enfants. Donc aujourd'hui qu'il y a des changements partout dans le monde, partout c'est dynamique, mais nous restons, on ne s'adapte pas, on reste toujours dans ces programmes-là qui sont enseignés depuis 60 ans, ça ne peut plus continuer. Je crois que ça c'est le premier défi que les Africains ont, et surtout l'Afrique francophone. Si je vous dis ce qui se passe au Sénégal, c'est presque exactement la même chose qui se passe dans beaucoup de pays africains, dans d'autres pays africains qui ont été colonisés par la France. Donc nous avons un système d'enseignement arrimé sur les valeurs occidentales et qui ne répondent pas aux objectifs de développement de nos pays. Donc nous avons un système où on nous impose encore la langue étrangère. Donc alors que tous les pays qui sont développés étudier à la première étape au niveau de l'élémentaire à partir de leur langue nationale. Des pays l'ont fait et l'ont réussi. Et tout dernièrement, on cite toujours le président rwandais Paul Kagame avec le Kenya Rwanda qui a servi de langue d'apprentissage à la première étape. Et aujourd'hui, tout le monde le voit, les enfants rwandais sont en train de faire un bond énorme. Et d'ailleurs, ça se ressent sur le classement, tous les classements sérieux dans le monde, comme le classement de Singapour. Donc, pour montrer que ce qui est
important pour un pays, c'est d'avoir son propre système éducatif et arrimer sur ses propres valeurs. C'est ça que nous n'avons pas encore, parce qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est qu'il faut changer de paradigme. Nous avons un système d'enseignement trop général. Et ça, c'est presque dans toute l'Afrique. On le dit, un bourrage. On bourre les enfants, c'est-à-dire que nous avons des matières inutiles. Il y a trop de choses. Qu'il faut élaguer. Et il faut introduire d'autres qui sont plus stratégiques. Aujourd'hui, plus vers la pratique, moins il faut qu'on aille vers le basculement au niveau de l'EPT. Donc l'enseignement professionnel et technique. Technique, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas avoir des systèmes d'enseignement où 90% de la population scolaire, donc les apprenants, sont dans l'enseignement général. Donc nous sommes dans des séries littéraires. Je ne dis pas que les séries littéraires ne servent à rien, mais nous avons besoin quand même d'avoir des ouvriers qualifiés. Aujourd'hui, on ne peut pas tous aller à l'université. Nous avons des enfants qui ont des aptitudes à avoir des métiers pour pouvoir développer ce pays, booster l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle du chômage. Mais le chômage est très élevé parce qu'il y a un problème d'employabilité. Parce que tout le monde veut aller être dans son bureau alors qu'il y a beaucoup de filières d'enseignement technique et formation professionnelle qui existent dans le monde. Et ici, au Sénégal, nous accusons un retard. Et ce retard que nous accusons également, c'est ce même retard accusé par beaucoup de pays, surtout l'Afrique francophone. Moi, je considère que c'est ça l'enjeu majeur. Et tant que nous resterons dans ce schéma-là, il sera extrêmement difficile de sortir de ce développement. On va revenir peut-être sur la qualité de l'enseignement et puis le niveau, parce qu'on parle aussi de niveau des enseignants, qui est apparemment pas très élevé, ceux des élèves aussi. Qu'en est-il du privé et du public? On note une large différence. Une différence énorme. Mais vous avez posé deux questions qui sont importantes. D'abord, la question du niveau de nos produits, donc issus de notre école. Mais ça se ressent dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant un système qui est en train de péricliter, un système qui ne s'adapte pas. Il faut remettre donc il faut une mise à jour. Il faut une mise à jour de tout ce qui est en train de se faire dans le système d'enseignement. Maintenant, on ne l'a pas fait, c'est bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dans tous les secteurs d'activité. Tout le monde ressent maintenant dans notre pays une baisse de niveau au niveau donc, de la santé. Parce qu'il faut nous n'avons plus de très grands spécialistes. En tout cas, on n'en a pas un grand nombre. Nous avons des problèmes également dans le secteur de l'économie, au niveau de la magistrature, au niveau de l'enseignement. Parce que tout ça, c'est l'école. Parce que c'est l'école qui est le socle du développement. Aucun secteur d'activité dans un pays ne peut se développer sans un système éducatif performant. Il faut un système éducatif performant parce que c'est l'école qui produit les travailleurs dans tous les secteurs. Et comme c'est le travail qui produit la richesse, pour avoir de la richesse, il faut avoir de bons travailleurs. On ne peut pas avoir de bons travailleurs sans avoir des produits venant de l'école. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tout est lié. Ce qui le véritable goulot d'étranglement pour notre continent et surtout pour notre pays, le Sénégal, c'est parce que ce système éducatif-là que nous avons ne nous parle pas. C'est un système qui est déphasé, qu'il faut remettre sur les rails. Il faut reprendre de fond en comble. Le malheur, c'est qu'on a discuté sur ça en 81 déjà. Le président qui était là a su réunir tous les acteurs. On en a discuté, on l'appelait à l'époque les états généraux de l'éducation et de la formation. Toutes les grandes décisions prises là-bas, toutes les grandes orientations ou les recommandations fortes issues de ces concertations de 81 ont été rangées dans les tiroirs. Vous prenez également en 2014, des concertations se sont tenues au Sénégal. Tous les acteurs ont été convoqués dans ces concertations-là. Des recommandations fortes ont été donc faites sur la base des discussions que les gens ont eues lors de ces ateliers. Le président de la République en a sorti 11 décisions qu'il appelait les 11 décisions majeures présidentielles, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on refuse de les appliquer. Et parmi ces décisions-là, il y avait également ce grief-là que je porte à l'endroit du système, c'est-à-dire le fait d'apprendre au niveau de l'élémentaire à partir d'une langue étrangère. On ne demande pas à nos États d'apprendre aux enfants africains leur langue. Non, ils savent déjà parler leur langue. Mais ce qu'on demande, c'est qu'ils apprennent dans la langue. Que la langue maternelle ou la langue matricielle soit le moyen
par lequel ils accèdent à la connaissance. C'est ça, nous, ce que nous demandons comme changement majeur. Mais on ne demande pas à les alphabétiser dans leur langue. Ils parlent leur langue correctement. Ce qu'on demande maintenant, c'est que quand ils arrivent à l'école, à la première étape, qu'on ne leur parle pas une langue étrangère, mais qu'on leur parle leur propre langue pour que l'enfant ne soit pas dépaysé. Il comprendra plus vite, il ira plus vite. Voilà, et là, si on le fait, l'enfant va rapidement assimiler les connaissances. Si bien que le gap que nous avons actuellement, que nous constatons partout dans l'Afrique, mais ce gap-là va se réduire de plus en plus parce que nos enfants, ils ont un quotient intellectuel très élevé. Mais le problème, ils sont exposés à un système éducatif qui les bloque. Ils accusent un retard par rapport aux enfants européens, par rapport aux enfants asiatiques, par rapport aux enfants américains. Maintenant, c'est ce gap-là qu'il faut réduire. Mais on ne peut pas le réduire en mettant nos enfants dans un contexte où ils apprennent une langue étrangère, alors que les enfants avec qui ils seront en compétition après, ils apprennent à partir de leur propre langue nationale. Donc vraiment, c'est ça le vrai. Et même si le gouvernement a libéralisé aujourd'hui l'enseignement, le secteur privé, on voit quand même que de plus en plus des écoles, universités privées se créent, ça n'empêche pas... malgré ça, parce que l'université, c'est le sommet. C'est le sommet. Aujourd'hui, pour avoir de bonnes universités, il faut d'abord avoir un système scolaire. Il faut avoir un bon système d'enseignement à l'élémentaire. Parce que c'est des vases communicants. Il faut avoir un bon système d'enseignement moyen secondaire avant d'aller à l'université. Parce que l'université, pour avoir de bons produits, il faut que ceux qui gèrent avant puissent proposer des produits qui soient acceptables. Donc c'est ça le véritable problème que nous avons en Afrique. Il faut diversifier l'offre. Le privé doit être impliqué dans l'éducation des enfants, mais en réalité, il faut d'abord un système public de qualité. Les écoles publiques étaient citées comme les meilleures ici, les références sont... Effectivement, il y a quelques années, les meilleures écoles, c'était des écoles d'enseignement public, comme les Mamoulaye, si on prend dans le moyen secondaire, comme également ce que nous avons dans beaucoup de régions où nous avons de grands lycées, le lycée Mariamaba, effectivement, qui sont de grands établissements publics qui ont toujours fait des résultats. Mais aujourd'hui, ils sont en train de régresser comparé aux autres privés qui ont plus de moyens. Parce que l'État ne met plus beaucoup de moyens dans le public. Et puis, c'est un système où les gens, il y a beaucoup d'instabilité. Les gens sont tout le temps en grève. Parce que quand on est en grève, il faut revenir sur quand on est en grève, on grève le nombre d'heures d'apprentissage. C'est-à-dire, on ne parvient pas à atteindre le quantum horaire. Et quand on n'atteint pas le quantum horaire, on n'assimile pas les contenus. Si bien qu'au Sénégal, c'est ça le vrai problème. La moyenne, c'est 1200 heures dans les pays développés. Dans les pays sous-développés, on parle de 900 heures. Mais le Sénégal ne peut même pas atteindre 600 heures par an. Et je vous dis, depuis plus de 10 ans, le Sénégal, ou même 20 ans, le Sénégal ne parvient pas à atteindre 600 heures. C'est ça la catastrophe. Malgré les rapports qui sont produits par les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation, parce que actuellement, par rapport à la pandémie, ils ont produit des rapports qui n'ont rien à voir avec la vérité. Cette année, le Sénégal a perdu 5 mois. 5 mois liés d'abord aux 3 mois de la Covid-19 et 1 mois de grève au moins, parce qu'on était en grève pendant 2 mois. Même s'il y avait des jours où on n'était pas en grève, au moins sur les 2 mois, on a perdu 1 mois. Ensuite, le mois d'octobre qu'on rate chaque année. Donc, on a perdu 5 mois cette année sur 9. Et comment on va les rattraper? Mais malgré tout ça, ils ont sorti leur rapport pour dire que le temps a été très bien géré et que les 2 tiers des programmes sont assimilés, ce qui n'est pas conforme à la vérité. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de maquiller les chiffres en Afrique. Il faut qu'on ose regarder la réalité en face, voir les difficultés et voir comment y remédier. Mais essayer de faire du saupoudrage, masquer la réalité, je considère que ça c'est extrêmement grave. Le gouvernement a quand même pu rebondir sur la situation du Covid en permettant aux élèves en classe d'examen de pouvoir passer leur examen convenablement, il me semble, au mois d'août, tout en respectant les gestes barrières. Pour vous, le timing autorisé, en réalité, il ne restera peut-être qu'un mois et demi. Est-ce largement suffisant pour une classe d'examen? Effectivement, c'est exactement ce que le gouvernement a décidé. Je viens de démontrer que le Sénégal a perdu 5 mois dans cette année scolaire. 3 mois liés à la pandémie, 1 mois pour faire des grèves, et 1 mois qu'on a perdu pour des problèmes de difficultés de démarrage. C'est le mois d'octobre.
Maintenant, vous perdez 5 mois. Vous décidez de rattraper pour 1 mois et demi. Et je ne peux même pas dire 1 mois et demi parce qu'avant-hier, le ministre de l'Éducation nationale a sorti une note circulaire pour dire que les compositions vont démarrer en début août. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne vont rattraper que pour le mois de juillet. Parce que le 25 juin, c'est la fin du mois de juin, donc on ne peut pas calculer le mois, parce qu'ils ont démarré le 25 juin. La réouverture, c'est le 25 juin. Donc ça veut dire que juin, c'est terminé, il ne reste que juillet. Maintenant, juillet également, il faut faire des séances de rattrapage, parce que les élèves sont restés 3 mois, 10 jours, sans regarder leur cahier. Malgré le dispositif qu'ils semblent vendre aux Sénégalais et qu'ils vendent difficilement, qu'ils appellent le dispositif apprendre à la maison. Ils ont mis beaucoup d'argent dans ce dispositif. C'est-à-dire, le dispositif apprendre à la maison, c'est-à-dire un enseignement à distance. À distance, oui. Mais ça, c'est se tromper ou essayer de tromper les Sénégalais. Mais comment peuvent-ils penser à apprendre à la maison, à distance, alors qu'au Sénégal, 42% des enfants n'ont pas d'électricité chez eux? C'est extrêmement grave, oui, c'est ça les chiffres. Au niveau du monde rural, le taux de couverture en électricité dans les villes est élevé. Si on prend Dakar, Thiès, Saint-Louis, les grandes villes du Sénégal. Mais si vous prenez le monde rural, c'est l'agence sénégalaise de l'électrification rurale qu'on appelle ASER qui s'occupe de cette question, qui a dit sur son site que 42%, seuls 42% des ménages ont accès à l'électricité dans le monde rural. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Près de 58% d'enfants qui n'ont pas d'électricité. Et ils disent qu'ils vont apprendre à la maison. Donc ça veut dire... Ce sera une année valide du coup? Non, ils vont aller valider pour tout le monde. C'est pourquoi je dis que le gouvernement du Sénégal a décidé de valider l'année pour les familles nantis, dont les enfants ont terminé les programmes, et de valider l'année également pour les enfants qui n'ont pas terminé les programmes, donc de globaliser, alors qu'ils ne vivent pas la même situation. Donc, et tout ce qui les intéresse, c'est de sauver les enfants des riches. Pourquoi ils veulent sauver les enfants des riches? Parce que ce qui intéresse le gouvernement du Sénégal, c'est le bac. Pourquoi le bac? Parce que les autres diplômes, ceux qui ont ça, pour les riches comme pour les pauvres, ils restent dans ce pays. Pour le BFM et pour l'entrée en 6e. Généralement, c'est quelques rares exceptions qui voyagent après le BFM. Mais les familles sénégalaises, les enfants ne voyagent pas après le BFM. Ils voyagent après le bac. Donc c'est le bac qui intéresse le gouvernement du Sénégal. Maintenant, puisque eux, ils ont leurs enfants, donc l'oligarchie, ils ont leurs enfants dans le privé, pas dans ce public-là qui est dans ces difficultés-là que je viens d'énumérer. Leurs enfants ne sont pas là-bas. On devait avoir une réforme quand même pour dire que désormais dans notre continent, parce qu'on m'a dit que c'est presque dans tous les pays, c'est la même chose, que ceux qui ont des responsabilités publiques, donc qui ont des moyens à partir de l'argent du contribuable, qu'on leur impose que leurs enfants étudient dans le public. Ça devait être une loi dans tous nos pays. C'est pourquoi ce serait intéressant de leur demander cela, parce qu'ils seraient maintenant obligés donc de faire des efforts pour qu'on ait de la qualité au niveau du public. Mais aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est que leurs enfants qui sont dans le privé, et pas dans n'importe quelle école privée, mais dans les écoles privées UP de Dakar, où ils ont déjà terminé le programme, ils ont fait des téléenseignements à partir de chez eux pendant la pandémie, ils n'ont pas fait de grève dans leurs écoles, ils ont démarré en septembre, en fin septembre, en début octobre. C'est des gens qui ont terminé les programmes. Maintenant, ils veulent les sauver parce qu'ils ont des préinscriptions dans les universités européennes, et tout le monde sait que les universités européennes démarrent en septembre, en début septembre. Donc, si on n'organise pas le bac avant mi-septembre, ils vont être forclos dans les universités européennes. C'est ça qui explique toute cette précipitation-là, pour ne pas aller dans le sens de notre proposition, nous les syndicats. Parce que nous, ce que nous proposons... C'est ce que j'allais vous demander, vous maintenant en tant que syndicaliste, représentant aussi bien des professeurs que des élèves, qu'est-ce que vous préconisez justement pour pouvoir rattraper avant la rentrée et le temps perdu? Merci beaucoup. C'est ça la grande question. Nous, on a proposé qu'on attende le mois de septembre, la fin de la pandémie, parce qu'on nous a dit que le président de la République a dit dans son discours que les infectiologues prévoient une baisse donc, de cette pandémie en fin août. Puisque c'est lui qui le dit et qu'il est entouré de spécialistes en santé qui le disent, nous pensons qu'on peut attendre fin septembre et on fait revenir tous les élèves. Pas seulement les élèves en classe d'examen comme ce qu'ils sont en train de faire. On fait revenir tous les élèves
en prenant seulement quelques mesures barrières, mais on réouvre les établissements en septembre, on rattrape tout le mois de septembre, on rattrape tout le mois d'octobre, novembre et décembre. Si bien que les 5 mois dont je parlais tout à l'heure, même si on ne rattrape pas tout, on va s'approcher quand même des standards. C'est ça notre proposition. Comme ça, on organise tous les examens en décembre. Que ça soit pour le CFE, l'élémentaire et l'entrée en 6e, le BFM et le baccalauréat. Maintenant, l'État ne veut pas de ça. Pourquoi? Pour la raison que je viens d'avancer. Parce que si on organise le bac en décembre, leurs enfants seront fort clos. Mais pour les enfants des pauvres qui sont ici et qui restent dans ce pays, ils n'ont pas de problème parce que de toute façon, même sans la pandémie, les universités sénégalaises démarrent les enseignements en fin janvier ou en février. Pourquoi en fin janvier? Mais c'est parce que nous avons un système désarticulé. Aujourd'hui, l'université, c'est une bombe à retardement. Les universités sénégalaises, publiques, mais c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Faute de moyens. Parce que c'est des universités qui les années se chevauchent. Personne ne peut vous dire quand est-ce que l'année académique démarre. Et quand est-ce que ça se termine, personne ne peut vous le dire. Même les recteurs, vous leur posez la question, ils n'ont aucune maîtrise du calendrier universitaire. Ça veut dire ça, c'est un scandale dans un pays. Alors nous, quand on était étudiants, comme dans le système d'enseignement scolaire, dès le mois d'octobre, au plus tard, en novembre, on démarrait nos années universitaires. Moi, toutes les années universitaires que j'ai passées à l'université Gaston Berger, j'ai démarré au plus tard mes cours en début novembre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ceux qui avaient le bac l'année passée au Sénégal, ceux qui avaient le bac, ceux qui avaient réussi au bac l'année passée, jusqu'au moment de la pandémie, pour certaines filières, ils n'avaient pas encore démarré. Je peux citer beaucoup d'universités. L'université de Ziguinchor, l'université de Dakar, l'université de Bambey. Jusqu'à la veille de la pandémie, il y a des étudiants qui étaient orientés dans ces universités qui ne pouvaient pas démarrer le cours. Pour vous dire la situation dans laquelle se trouve notre système d'enseignement. Et pourtant, on tente de créer de nouvelles universités. Mais ils en créent beaucoup, mais avec des universités qui n'ont pas de moyens. C'est des universités, les universités pilules, il y a une floraison d'universités dans le pays. Mais ça ne sert absolument à rien. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que moi, mon intime conviction est qu'aujourd'hui, on met trop d'élèves à l'université. Il faut créer un système d'enseignement qui permet de laisser ceux qui n'ont pas ces profils universitaires, comme vous disiez tout à l'heure, de pouvoir aller faire des formations de courte durée, d'être vraiment opérationnel et de pouvoir travailler donc dans tous les secteurs d'activité. C'est ça qui nous manque. On ne doit pas, il faut qu'on arrête avec ce système-là qui nous a été imposé depuis 1960. Qu'il faut forcément pour les études avoir le bac. Et aller avoir le bac et aller à l'université. Mais tout le monde n'est pas prédestiné à l'université. Aujourd'hui, il faut des filières de formation professionnelle et puis en grand nombre. Tout à fait. C'est-à-dire les chiffres qu'on nous avance, ce n'est pas ambitieux. On ne peut pas nous dire qu'on a créé un centre où il y a 100 étudiants ou 200 étudiants. Alors que tu as 40 000 bacheliers. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait au contraire qu'on change de paradigme. Au lieu d'avoir une floraison d'universités, il y a une floraison de centres d'enseignement technique et professionnel. C'est ça qui peut régler le problème, si bien que nous allons résorber le taux de chômage. Parce que le taux de chômage est très élevé. Réglé, oui. On va régler le problème de l'employabilité des jeunes. Parce que les jeunes sont au chômage, parce que les profils qu'ils ont ne répondent pas aujourd'hui aux besoins du marché. Voilà les vrais problèmes que nous avons partout en Afrique, mais surtout au Sénégal et même dans ces universités privées. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, mais les universités privées forment les mêmes filières. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont saturées. On vous parle c'est surtout les filières liées au secteur tertiaire. On parle de banque finance. Tous les élèves, surtout les filles, je ne veux pas les stigmatiser, mais ils veulent tous être dans les banques, commerce dans les bureaux, etc. Alors qu'aujourd'hui, on doit pouvoir diversifier. L'agriculture, le BTP, avoir des étudiants qui acceptent d'aller travailler au niveau de l'agrobusiness, dans l'agroalimentaire, etc. Aller sur le terrain, être dans les fermes pour travailler. À plus forte raison, les garçons. Il faut que cette culture-là, qu'on l'inculque dans la tête dès le bas âge. Mais c'est ce système-là qui ne le permet pas. Donc c'est pourquoi moi, je considère qu'il faut s'arrêter, évaluer
Et presque on l'a fait et maintenant changer de paradigme, changer de cap, faire autre chose. On ne peut pas plus continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je dis que l'argent qui est dépensé dans le secteur d'enseignement, c'est de l'argent gaspillé. Pourquoi? Parce que ça ne sert plus à rien. Chaque année, on nous vote. Regardez au Sénégal, nous avons un budget. Je ne parle pas des universités. Je parle simplement du préscolaire moyen secondaire. On a un budget de 526 milliards. Mais 526 milliards qui sont dépensés dans des programmes qui ne correspondent pas à nos réalités, qui ne correspondent pas à nos objectifs de développement, qui ne correspondent pas à ce que nous devons faire concrètement pour faire le basculement nécessaire. Mais cet argent-là est dépensé, mais sans retour sur investissement. Parce que quand vous dépensez de l'argent dans un secteur donné, quel que soit le secteur, que ce soit éducatif ou politique ou ailleurs, ou économique, mais c'est pour avoir un retour sur investissement. Mais aujourd'hui, ce que ça donne, c'est un système au rabais. Où nous avons aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, nous n'avons plus la qualité. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dépensé, on n'a pas bien dépensé. Il faut une utilisation rationnelle des ressources publiques allouées au secteur de l'éducation et de la formation et à tous les autres secteurs. Maintenant, c'est ça que nous attendons. Ce changement-là de paradigme. Mais ça, pour l'avoir, il faut un leadership fort. Je vous donne mon intime conviction que c'est ça les solutions. Tout le monde le sait. Mais nos chefs d'État ne sont pas formatés de telle sorte qu'ils comprennent ces enjeux-là. Même s'ils les comprennent, ils ne sont pas assez courageux pour montrer à la France, surtout pour les pays francophones, que nous sommes maintenant décidés à prendre notre indépendance véritable. Parce que être indépendant, ce n'est pas d'avoir un programme qu'on appelle Programme Sénégal émergent, Sénégal-Gabon émergent, Sénégal-Mali émergent, Programme Mali émergent. Il faut qu'on soit sérieux. Ces programmes-là même sont dictés par la métropole. Moi, je considère que pour être indépendant, c'est d'abord avoir la possibilité de décider par soi-même. Avoir la possibilité de changer nous-mêmes notre système d'enseignement. C'est ça qu'il nous faut. Parce que c'est l'école qui permet de dégager les priorités. Maintenant, aujourd'hui, quand on a un système éducatif arrimé sur les valeurs occidentales, qu'on a du mal à changer et qu'aucun chef d'État n'ose prendre ses responsabilités et dire à la France que ma souveraineté, je la prends et que je décide de mon sort et que je décide de mon système éducatif. Malheureusement, l'entretien tire à sa fin. Je vais vous laisser dire votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vraiment de dire au président de la République de ne pas laisser l'école privée mourir de sa belle mort. Parce que l'école privée polarise 42% de la population scolaire. Je demande au chef de l'État, au nom de la continuité de cette mission de service public que l'école privée est en train de faire, parce que l'école vend ses services d'enseignement aux Sénégalais qui ont opté pour l'école privée. Ces écoles privées-là, les parents touchés par la pandémie ne peuvent plus honorer leurs engagements, ne peuvent plus s'acquitter correctement de leur mensualité. Ces parents-là ne paieront jamais ces mensualités-là. Il y a des retards de 4 mois et les enseignants sont là-bas, n'ont pas perçu leur salaire, le personnel administratif. Les écoles privées vont avoir des difficultés énormes parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs charges locatives et leurs charges salariales. Nous demandons au président de la République de tirer du fonds force Covid-19 pour pouvoir alimenter correctement, donc au minimum un montant de 10 milliards sur les 1000 milliards destinés à gérer donc la pandémie pour sauver ces écoles privées et leur permettre de ne pas donc sombrer davantage dans la crise. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. J'espère que le message est bien passé aux acteurs concernés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tête-à-tête avec un autre thème, un autre invité. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes et nos réseaux sociaux. L'intégralité de l'émission sera rediffusée sur la page YouTube Label TV l'officiel. Merci.